Bonsoir et plutôt bonjour à tous. Bienvenue donc pour cette conférence, je dirais en tout cas cette présentation autour de l'aide sociale à l'enfance, donc avec un titre que je vais développer dans ce qui va suivre, et qui s'appelle donc Nature et principes de l'aide sociale à l'enfance. Bonjour à tous. Donc moi je suis Vincent Pavant, je suis maître de conférence, enseignant-chercheur, écrivain. Depuis quelques années, donc, j'étudie quelques principes de philosophie politique, notamment donc à travers l'épistémologie, à travers ce que j'ai écrit il y a quelques années donc sur les structures totalitaires du pouvoir, et depuis donc quelques temps, eh bien les principes de fonctionnement de l'aide sociale à l'enfance. Nature principe, vous le savez, c'est un concept qu'on retrouve chez Montesquieu, et je vais voir en quoi eh bien, ce principe, cette idée plutôt de Montesquieu sur l'étude du pouvoir par sa nature et son principe est pertinente pour étudier donc le fonctionnement de l'aide sociale à l'enfance. Et donc, je vais vous présenter ça dans les slides et dans les temps qui vont venir. Donc, voilà, je suis à Strasbourg, on est le 27 juin 2026. Et pas plus tard qu'hier, donc j'étais justement aux Assises nationales de la protection de l'enfance, où j'ai essayé de nouer le dialogue avec un certain nombre de personnes travaillant dans le secteur de l'aide sociale à l'enfance et venues se rassembler donc à Strasbourg. Le contact a été un peu difficile tant il est compliqué aujourd'hui eh bien, de rentrer en contact et de dialoguer avec des gens donc, travaillant à l'intérieur de ce dispositif donc, de l'aide sociale à l'enfance. Alors tout d'abord, tout simplement, les propos que je vais tenir sont contenus, on va dire, dans l'ouvrage que j'ai fait publier en 2 tomes aux éditions Marco Pieter, donc éditeur que je remercie au passage de m'avoir suivi dans ce projet. Donc, ouvrage qui s'intitule donc Aide sociale à l'enfance, généalogie d'un système biopolitique totalitaire, donc séparé en 2 tomes. Le premier, donc intitulé Méthode, Antiquité et Révolution, et le second tome intitulé Troisième République, Vichy et perversion narcissique. Le principe de cet ouvrage, c'est d'essayer de comprendre comment le présent s'est construit à travers donc un ensemble d'idées, de rapports de force qui se sont imposés donc au fur et à mesure dans la relation entre l'État et les familles, et plus précisément leurs enfants. Donc le tome 1 est sorti le 11 février, il y a donc à peu près 4 mois, un peu plus de 4 mois maintenant, 4 mois et demi, et le tome 2 va sortir donc très très prochainement. Donc je le rappelle aux éditions pardon, Marco Pieter. Alors ce dont je vais vous parler n'est pas exactement conçu mot à mot, texto, disons, dans les ouvrages, mais c'est simplement une autre manière de présenter un petit peu les conclusions qui sont posées, également une manière de prolonger tout simplement le contenu de ces livres pour rendre encore plus cohérent, bien sûr, l'ensemble de ces 2 livres, donc aux éditions Marco Pieter. Alors, Nature et principe, comme vous le savez, comme j'ai déjà dit, c'est une idée de Montesquieu qu'on retrouve donc dans l'esprit des lois. Montesquieu, donc évidemment, grand philosophe, on va dire, du droit et du pouvoir. Et donc, dans l'esprit des lois, donc dans un passage extrêmement célèbre, Montesquieu va écrire cette chose. Je cite donc Montesquieu dans l'esprit des lois. Il y a cette différence entre la nature du gouvernement et son principe, que sa nature est ce qui le fait être tel, et son principe ce qui le fait agir. L'une est sa structure particulière, et l'autre des passions humaines qui le font mouvoir. Donc, ce que nous dit Montesquieu, quand on veut étudier le pouvoir, quelque part, il faut l'étudier un petit peu de manière objective, extérieure, philosophique, au fond, essayer de comprendre les idées qui permettent de construire ce pouvoir de manière cohérente, mais il faut également comprendre comment ce pouvoir, au fond, existe dans les esprits, comment il existe en fait dans les têtes, parce que quelque part, on a besoin que les populations, les individus, les sujets se conforment donc
eh bien, au régime politique dans lequel on veut les faire vivre. Et ça, selon Montesquieu, mais pas selon lui, en fait, ça nécessite de comprendre ce qui peut se passer dans la psyché des individus, donc de faire appel à leur psychologie. Autrement dit, le pouvoir, quelque part, doit être intégré et donc doit exister dans les représentations mentales et donc faire appel, bien évidemment, à des notions psychologiques. C'est ce que Montesquieu appelle, bien sûr, les passions humaines. Alors, cette idée de Montesquieu de vouloir faire correspondre une structure objective du pouvoir avec une représentation subjective de ce pouvoir qui elle-même va faire appel à certaines logiques psychologiques n'est pas nouvelle. Hein. On se souvient que dans la Callipolis de Platon, la société donc idéale platonicienne est structurée en trois classes, donc les archontes, les gardiens et les artisans, et qu'en fait il y a une homologie, donc une ressemblance entre cette structure ternaire de la société et la structure ternaire de l'âme, pardon, nous dit Platon. Et c'est bien là, au fond, le début, tout simplement, d'une correspondance entre une structure objective d'une société organisée donc selon une certaine forme de division et de hiérarchie, donc de politique, et d'un autre côté, donc tout simplement la manière avec laquelle donc la psyché de l'homme fonctionne, ce qu'il y a dans son âme chez Platon. Donc cette idée donc de nature et de principe n'est pas du tout nouvelle et évidemment comme beaucoup d'autres, Montesquieu distingue clairement deux choses qu'il faut noter. Grand 1, donc on l'a vu, c'est la nature du gouvernement, c'est ce qui le fait être tel qu'il est, c'est donc sa structure, c'est donc ce qu'on appelle une ontologie. Et deuxièmement, il y a le principe donc de ce gouvernement, c'est ce qui le fait agir, c'est-à-dire la passion dominante, hein, le ressort ou le moteur donc psychologique et moral que chacun donc peut solliciter au fond de lui. Et évidemment, on comprend que pour au fond qu'un gouvernement qui est par nature exercé de manière collective quelque part, en tout cas sur des ensembles qui ont plusieurs centaines, milliers, parfois millions d'individus. Donc, pour qu'un tel gouvernement puisse s'exercer, je dirais, de manière identique sur tous, il faut que eh bien, le psychisme que cela va demander repose lui aussi sur des formes d'universalisme, c'est-à-dire tout simplement de caractéristiques partagées par eh bien, tous les individus. On a donc besoin à la fois, bien sûr, d'une théorie du pouvoir politique, mais également une théorie universelle, au fond, de la structuration du psychisme, qui permet donc de mettre en correspondance eh bien, les formes de gouvernement avec l'internalisation de ces formes de gouvernement par la psychologie. Alors, en fait, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est que ce que Montesquieu décline au fond à l'échelle de pays, de populations, de peuples entiers, on peut le subsumer au fond et bien sur des petites fractions de ce pouvoir, comme par exemple justement le pouvoir disciplinaire, le dispositif de gouvernement que représente donc l'aide sociale à l'enfance. Donc l'aide sociale à l'enfance en tant que dispositif donc foucaldien, hein, donc de Michel Foucault, est effectivement, nous dit le philosophe français, une entreprise stratégique de gouvernement et de savoir-pouvoir, donc de pouvoir, qui peut être analysé également en termes de nature et de principe. Autrement dit, ce que je vais défendre ici dans cette vidéo, c'est cette idée que, en tant que fraction du pouvoir gouvernemental, exercé donc sur un domaine particulier qui est la relation aux enfants, eh bien, le dispositif de l'aide sociale à l'enfance doit pouvoir lui aussi s'analyser selon les termes dialectiques donc, de Montesquieu, en nature et en principe. Quelle est la nature de ce pouvoir? Quels en sont les principes? Voilà effectivement une question fondamentale, notamment si on veut comprendre pourquoi ce dispositif donc, de pouvoir est aussi violent en réalité sur les personnes sur lesquelles il s'exerce. Voilà. Alors pour comprendre en fait proprement la nature philosophique, je dirais théorique, principielle du pouvoir de la ZE, il faut revenir en fait aux analyses donc par Giorgio Agamben
donc de ce qu'on va appeler la sécularisation du pouvoir théologique, qui constitue donc pour le philosophe italien tout simplement la matrice de la modernité politique. Autrement dit, on va voir que quelque part, chez Giorgio Agamben en tout cas, et il me semble que c'est très pertinent, eh bien, il faut organiser à l'échelle, bien sûr, dans un premier temps, eh bien, deux pays entiers, l'exercice du pouvoir comme étant une manière de reprendre des concepts qui existaient déjà, donc notamment au Moyen Âge, sur le pouvoir tout simplement théologique. Donc, il faut passer donc pour comprendre tout ça par ce qu'on appelle une ontothéologie, plutôt même politique. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est que l'ontothéologie? Pour aller vite, ça consiste, donc onto, c'est pour être, et théologie, bien sûr, pour Dieu. Donc, l'ontothéologie consiste à analyser l'être, donc selon une dialectique théologique, c'est-à-dire la possibilité d'une césure, on va dire, une dialectique entre le Père et le Fils. Donc, cette ontothéologie donc, consiste en ce qu'on appelle une signature, autrement dit, la capacité qu'a l'esprit et la pensée donc, de transporter dans différents domaines de l'analyse, en fait, c'est peut-être celui de la politique, celui des sciences droit, etc., un même principe d'interprétation. On peut voir que derrière la dualité, la dialectique entre le Père et le Fils, on va pouvoir comprendre être aussi cette dualité dialectique, celle permettant de comprendre la différence entre l'immanence et la transcendance, etc., voir que, eh bien, il y a une manière de penser le droit et donc le rapport à la loi grâce à cette dialectique ontothéologique, qui est tout simplement cette séparation fondamentale et cette rivalité fondamentale dans le droit et dans l'exercice donc de la loi, qui est la distinction entre l'égalité et légitimité. L'égalité et légitimité sont deux manières, si vous voulez, d'invoquer donc quelque part une forme de loi et de gouvernement. Et donc on va voir comment en réalité cette dialectique entre la légalité et la légitimité permet de comprendre la nature du pouvoir qui s'exerce au sein de les œufs et en quoi cette nature va être de manière quasiment automatique, en tout cas extrêmement logique, associée à certains principes donc, de construction de la vie psychique. Voilà. Donc, chez Agamben, mais pas que chez lui, donc la structure ontothéologique fondamentale est celle de la Trinité chrétienne, hein, donc le Père, le Fils et l'Esprit. Donc, cette Trinité chrétienne n'est pas seulement justement comprise comme un dogme théologique, mais comme une signature, c'est-à-dire une manière de penser les choses qui peut se transporter dans différents domaines de la pensée. Et donc, cette signature donc, trinitaire permet de penser donc, ensemble à la fois l'être de Dieu, donc c'est l'ontothéologie, c'est-à-dire le royaume, la souveraineté transcendante du Père, hein, qui sont des notions donc, et des attributs qui sont attachés donc, à l'être de Dieu, et l'agir, donc, ou le gouvernement de Dieu sur le monde, ce qu'on appelle l'oikonomia. Hein, l'oikonomia, c'est un terme qui est donc construit à partir de la réunion de deux termes, l'oikos qui est le foyer, le nomos qui est la règle. Hein. L'oikonomia, c'est la règle, en fait, l'ensemble des règles, c'est-à-dire l'administration au fond du foyer. Et cette oikonomia, c'est l'économie du Fils. Hein. Le Fils est envoyé par son Père sur Terre tout simplement pour y organiser la vie et donc pour y organiser ce qu'on va appeler aujourd'hui, donc de manière moderne, une forme d'économie. Et donc, c'est l'esprit, finalement, qui permet de comprendre que, tout simplement, la transcendance divine existe dans l'immanence, donc christique, quelque part. Hein. Dieu existe dans son Fils grâce à l'esprit qui l'anime. Donc, voilà, plus précisément, donc, en termes de signature, qui est un concept philosophique qu'utilise donc justement Giorgio Agamben pour déplacer dans différents domaines de la pensée des dialectiques qui existent par ailleurs, notamment donc, dans la religion. Donc la Trinité et le fait qu'un esprit permet de faire exister une souveraineté transcendante. Donc ici, c'est Dieu le Père. Un transcendante, ça veut dire qui existe à l'extérieur des choses, dans un gouvernement immanent. Donc Jésus, le Fils, l'immanent, étant tout simplement ce qui est à l'intérieur des choses et donc qui existe dans le monde concret dans lequel
concret et physique, naturel dans lequel nous vivons. Voilà. Donc, cette signature trinitaire est à la base d'une dialectique ontothéologique qui va permettre de comprendre comment, dans divers domaines de la pensée, on peut tout simplement transférer cette idée de l'existence du Père et du Fils, de la transcendance et de l'immanence, pour organiser tout simplement la conception des choses. Alors, donc l'idée, la question, je vous répète, fondamentale de l'ontothéologie, c'est l'idée fondamentale suivante, à savoir que le sens même de la dialectique chrétienne sur l'immanence et la transcendance, qui structure la conception du pouvoir dans l'Église, tout simplement, se déplace dans d'autres domaines de la pensée dualiste. C'est-à-dire que chaque fois que je vais avoir une manière de penser des choses en mettant en opposition deux notions, disons, complémentaires, deux notions duales, je vais me poser la question de savoir si, au fond, cette dualité, cette dialectique que j'essaye d'analyser dans un domaine de la pensée, peut se rapporter, rejoint en un sens, tout simplement, l'idée fondamentale de l'immanence divine et de la transcendance du Christ. Voilà. Donc d'abord, un dualisme, qu'est-ce que c'est pour être plus précis? C'est l'existence de deux choses, entre guillemets, a priori hétérogènes, opposées, d'abord décrites sans lien commun, c'est-à-dire la transcendance, c'est-à-dire ce qui existe en dehors, si vous voulez, extérieurement aux choses, et l'immanence, ce qui existe au fond intérieurement aux choses. Et la dialectique, donc, consiste à trouver des manières de réconcilier ces dualismes, donc ces notions a priori opposées. Exemple, le Saint-Esprit, qui concilie la transcendance et l'immanence chrétienne. Voilà. Donc l'ontothéologie, consiste à décrire justement ce qu'on appelle la classe d'équivalence, ou encore la signature, au sens de Giorgio Agamben, des dualismes ontologiques qui se rapportent à la dialectique chrétienne, donc de l'immanence et de la transcendance, ou si vous voulez, du Père et du Fils, le Père étant évidemment transcendant, et le Fils étant évidemment dans cette présentation-là, immanente. Alors donc justement, ce que prétend Giorgio Agamben, c'est que cette signature, en fait, ontothéologique, permet d'étudier le pouvoir dans les sociétés occidentales modernes. Alors occidentales modernes, ça veut dire quoi? Qui vont hériter essentiellement de la pensée grecque, mais également de l'héritage romain, de l'Antiquité, finalement. Donc, dans Le règne et la gloire, Giorgio Agamben écrira ces lignes extrêmement intéressantes. Une des thèses, la thèse du règne et de la gloire, l'ouvrage de Giorgio Agamben, une des thèses qu'elle tentera de démontrer est que la théologie chrétienne a donné naissance à deux paradigmes politiques au sens large, paradigmes antinomiques, mais qui ont fonctionné de manière connexe, c'est-à-dire attachés l'une à l'autre. La théologie politique qui fonde dans le Dieu unique la transcendance du pouvoir souverain, et la théologie économique qui y substitue l'idée du noeconomia, conçu comme un ordre immanent, domestique et non politique au sens strict à la vie divine et à la vie humaine. Du premier paradigme dérive la philosophie politique et la théorie moderne de la souveraineté, du second, la biopolitique moderne qui s'étend jusqu'au triomphe actuel de l'économie et du gouvernement sur tout autre aspect de la vie sociale. Voilà. Donc, chez Giorgio Agamben, il y a cette distinction entre politique et économie, entre souveraineté et gouvernementalité, qui sont également deux concepts qui existent, notamment celui de la gouvernementalité, chez Michel Foucault. Et donc, si vous voulez, c'est ce qui va nous permettre de comprendre pourquoi, effectivement, l'aide sociale à l'enfance elle-même, en tant que subsomption du pouvoir occidental analysé selon les termes de l'ontothéologie de Giorgio Agamben, cette aide sociale à l'enfance elle-même a une nature qui est justement celle, on va le voir, d'un pouvoir théologique où nous verrons la gouvernementalité l'emporte sur la souveraineté, l'économie l'emporte sur le politique, et pour finir, la légitimité l'emporte sur la légalité. Voilà.
Alors donc, comme je le disais, l'ontothéologie, c'est une manière d'étudier, si vous voulez, des domaines de la pensée en mettant en opposition des champs donc dans ces domaines, opposition donc qui se structure de manière analogique par rapport à celle donc de la théologie chrétienne qui oppose donc le Père au Fils, l'immanence à la transcendance. Donc on peut faire deux colonnes finalement quand on étudie un petit peu les domaines de la pensée, donc d'une manière philosophique, pour voir comment ces domaines de pensée, donc eh bien eux-mêmes, se conçoivent de manière duale et dialectique, donc selon tout simplement donc des concepts qui rejoignent ceux donc de la transcendance, de l'immanence du Père et du Fils. Donc il y a typiquement dans cette opposition donc dialectique de la transcendance et de l'immanence, c'est aussi la potestas, donc la puissance, et l'autoritas, donc l'autorité. Là, on va voir que la puissance eh bien, s'oppose à l'autorité. La polis, théo et liès, donc la cité s'oppose à l'oikos, donc l'agora s'oppose au foyer. Le politique s'oppose à l'économique. La légalité s'oppose à la légitimité. L'idée s'oppose donc au sensible. La puissance, la possibilité s'oppose à l'acte, la réalisation. Dans le champ politique, on dira que le président s'oppose donc au ministre. Dans le domaine des sciences, on dira que les sciences de l'esprit s'opposent aux sciences de la nature. En termes de pensée, on dira que la déduction s'oppose à l'induction. À nouveau, en termes de politique, on dira que le législatif, donc souverain et transcendant, s'oppose à l'exécutif, donc gouvernemental et immanent. L'être, donc l'ontologie, s'oppose à l'agir, l'ontologie s'oppose à la praxis, le droit lui-même s'oppose au fait, la norme s'oppose à la décision, le motif, donc dans une décision juridique, s'oppose justement au dispositif, l'être en puissance, donc s'oppose à l'être en acte, donc tout ça c'est des notions très importantes, notamment dans le raisonnement aristotélicien, donc dont justement l'étude de la poule et de l'œuf, la dignitas s'oppose à l'administration, le peuple s'oppose à la nation, la loi s'oppose au règlement, le formalisme s'oppose au décisivisme, et le devoir d'être donc s'oppose tout simplement à l'être. Voilà. Donc dans toutes ces oppositions que j'ai nommées, qui traversent aussi bien le droit, les sciences, que la morale, que la politique, que l'ontologie elle-même. Donc, eh bien, on voit que la pensée est donc séparée en deux manières de la concevoir. Donc, dans quelque chose qui est de l'ordre du coup d'une signature trinitaire. Donc, cette signature trinitaire affecte les dualismes, les grands dualismes donc de la pensée, traversant donc aussi bien le domaine de la politique, de l'épistémologie, du droit, de la philosophie que de la théologie. Et donc, c'est une manière très puissante, donc cette ontothéologie, donc trinitaire, eh bien, de penser tout simplement la constitution donc d'un certain nombre de domaines, donc de la philosophie et de l'ontologie. Alors, donc, en répétant dans un domaine de la pensée, par exemple la politique, en mettant systématiquement donc en opposition la dialectique de l'immanence et de la transcendance, donc la signature trinitaire, on peut, par exemple, former ce qu'on peut appeler des propositions donc archi-cohérentes, vous allez voir, en répétant les termes de la signature dans les domaines concernés. Alors, exemple, en termes de politique, on dira que le président incarne la puissance souveraine du peuple et délègue donc au ministre l'autorité conduisant au gouvernement économique de la nation. La dignité de sa nature présidentielle permet donc au président lui donne la puissance légale de déléguer l'administration pratique ministérielle, donc de l'action légitime. Alors, vous voyez que dans ces deux phrases, en fait, j'ai mis systématiquement en opposition eh bien, la dialectique trinitaire. Président donc s'oppose à ministre, puissance s'oppose à autorité, souverain s'oppose à gouvernement, politique s'oppose à économique et peuple s'oppose à nation. Voilà. Et donc, en mettant d'un côté, si vous voulez, l'ensemble des termes qui sont dans la même colonne de la signature et de l'autre, donc ceux qui sont associés à leur opposé, eh bien, on peut écrire des phrases qui décrivent précisément, notamment en termes de politique, eh bien, comment va s'organiser et s'exercer donc le pouvoir donc au sein des sociétés aujourd'hui occidentales. Alors, en termes d'épistémologie aussi, on peut écrire des phrases archi-cohérentes qui vont donc répéter
l'opposition dialectique qu'il existe donc entre ces notions transcendantes et immanentes. Donc, en épistémologie, donc l'archicohérence donnera les sciences de l'esprit ont pour principe la déduction sur les représentations idéales, tandis que les sciences de la nature ont pour méthode l'induction sur les observations sensibles. Et donc là, à nouveau, on comprend que dans cette description donc épistémologique, sciences de l'esprit s'oppose à sciences de la nature, principe s'oppose à méthode, déduction s'oppose à induction, représentation s'oppose à observation et idéal s'oppose à sensible. Voilà. Et donc, vous voyez, on a une manière très structurée de comprendre et d'opposer, donc de manière dialectique, des domaines de la pensée. S'agit-il donc de faire des sciences, sciences de l'esprit, sciences de la nature, s'agit-il donc de penser tout simplement le gouvernement politique en termes de tout simplement eh bien, de souveraineté et de gouvernementalité de législatif, bien sûr, et d'exécutif. Voilà. Donc, dans la dernière phrase qu'on a dite, donc les dualismes que j'ai répétés sont sciences de l'esprit qui s'opposent à sciences de la nature, principe qui s'oppose à méthode, représentation qui s'oppose à observation, idée qui s'oppose à sensible, et déduction donc qui s'oppose à induction. Donc le champ de l'ontologie permet donc de trouver des partitions duales, hein, c'est-à-dire des paires de concepts qui s'opposent dans la compréhension, dans l'intelligibilité qu'on va donner au monde. Et c'est ce qu'on va essayer d'ailleurs de faire, vous allez voir, pour essayer de comprendre la nature du pouvoir que représente donc l'état social en France. Mais effectivement, on essaie de faire fonctionner de manière dialectique donc ces oppositions en trouvant une façon de les articuler. Ainsi, par exemple, pour revenir sur l'épistémologie, il y a les mathématiques, les principes logiques et la physique, le fonctionnement empirique, mais on peut constater que les mathématiques se réalisent dans la physique. On dit la science est le lien dialectique entre les choses de la logique et la logique des choses. C'est-à-dire que, évidemment, on peut dire que l'esprit en science, c'est l'esprit des mathématiques qui vient habiter le monde physique. Les mathématiques sont un discours transcendant, purement formel et logique, là où la physique est un discours immanent, donc de type observationnel et plutôt inductif, mais l'idée, c'est que, notamment à travers la géométrie, hein, qu'on peut aborder de manière aussi bien inductive comme une science naturelle que déductive comme une science logique, et bien la géométrie, c'est justement le lieu de rencontre entre l'esprit et les mathématiques et la réalisation ou l'observation empirique, notamment sur des figures. Voilà. Donc on peut appliquer cette différence dialectique, cette complémentarité donc dialectique en droit. Et en droit, donc la traduction de la signature trinitaire que nous avons décrite depuis un certain temps maintenant s'exprime dans la distinction entre deux choses extrêmement importantes à comprendre, la légalité et la légitimité, en faisant en sorte que la légitimité trouve son esprit dans la légalité. Autrement dit, dans les états de droit, on va dire, souverains notamment, ce qui fait la légitimité d'une décision en justice, c'est le fait qu'elle ait respecté les formes de la légalité et des manières donc de dire légal, une manière avec laquelle tout simplement une décision a été prise. Hein, donc évidemment, donc on sait qu'il y a toujours une compétition entre la légalité et la légitimité. Hein. C'était exactement la situation de Antigone quand Créon avait donc justement fait une loi pour interdire donc d'enterrer certains morts, et bien Antigone lui dira mais qui es-tu toi Créon, te prends-tu pour Dieu pour comme ça donner effectivement des lois, hein, donc ils vont former une égalité dans la cité, mais tes lois en fait ne sont pas légitimes. Autrement dit, tout simplement, on n'a pas à les respecter parce qu'elles sont quelque part inhumaines. Hein, elles s'opposent à l'humanité et donc, par conséquent, même recouverte du sceau de la loi et de la légalité, eh bien, il faut les dépasser. C'est typiquement également ce qui s'est passé donc, eh bien, au moment des droits civiques, hein, vous savez, aux États-Unis, quand cette jeune femme noire refusa tout simplement d'aller s'asseoir dans un bus là où la loi l'y obligeait. Et elle dit oui, mais peut-être que c'est une loi, mais en tout cas, cette loi est illégitime
et puisqu'elle est illégitime, puisqu'elle n'a pas de justification, au fond, notamment en termes de morale, eh bien, j'ai parfaitement le droit de ne pas la respecter. Voilà. Donc, l'égalité et légitimité sont deux notions qui permettent, au fond, de justifier quelque part d'une certaine forme d'état d'esprit, de comportement, mais les deux, en fait, tout simplement, s'opposent exactement selon les termes donc, de la dialectique trinitaire, c'est-à-dire de la signature trinitaire, autrement dit, de l'ontothéologie politique, l'idée de voir ici une ontothéologie même judiciaire, voire juridique, de voir donc tout simplement la loi comme étant traversée donc par cette césure donc qui est celle donc du Père et du Fils, de l'immanence et de la transcendance. Voilà. Donc, évidemment, l'opposition dialectique entre légitimité et légalité, c'est une question philosophique tout à fait classique, mais dont Giorgio Agamben a poursuivi donc, la discussion concernant donc, la structuration du pouvoir politique. Donc, pour bien distinguer ces deux donc, termes d'opposition entre légitimité et légalité, on dira typiquement que la légitimité, donc c'est une décision économique du gouvernement qui s'impose d'elle-même par la nécessité d'une action immanente. Ce que je fais quand je grille le feu rouge, peut-être que c'est dans la loi, c'est pas dans le code, mais par contre, j'étais extrêmement embêté parce que, eh bien, tout simplement, une ambulance arrivait toute sirène hurlante derrière moi et il fallait que je fasse la place donc pour lui permettre tout simplement d'avancer. Donc, j'ai été obligé donc eh bien de passer moi-même le feu rouge. Oui, c'est illégal, oui, mais c'est légitime. Il y a effectivement une action immanente, urgente et nécessaire qui s'impose à moi. Laisser passer donc cette ambulance, ce qui fait que bien qu'illégale, cette décision est parfaitement légitime et donc ne pourra pas m'être reprochée. La légalité, donc la légalité est une règle de souveraineté politique qui tire son principe donc extérieur des normes transcendantes. Autrement dit, pour reprendre l'exemple du code de la route, eh bien des gens se sont réunis pour dire voilà, il faut que chacun respecte exactement les feux de signalisation, les panneaux de signalisation sur la route, sans quoi les risques sont très très grands de provoquer des accidents, pardon, avec toutes les conséquences dramatiques que ça peut avoir. Donc on décide nous-mêmes, c'est-à-dire que c'est une décision rationnelle, une décision logique, prise à partir de principes idéaux, et bien qu'on va s'organiser d'une certaine manière. Et c'est cette décision extérieure aux faits, bien sûr, qui va permettre en réalité de réguler les choses et de les faire donc exister dans un certain ordre. Donc la nécessité, tout simplement, n'a pas de loi. Necessitas non legem habet. Et donc, la légitimité qui accompagne la nécessité, eh bien, tout simplement s'oppose à la loi. Et donc, comme je l'ai dit, dans les États souverains, c'est une norme extérieure et transcendante qui doit s'imposer, hein, tu ne tueras point. Et à partir de celle-là qu'on va vouloir faire respecter, eh bien, va s'organiser toute société. Dans, on va dire, les États administratifs et les États de gouvernement économique, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt en fait la nécessité qui fait loi. Autrement dit, c'est le fait que la nature, au fond, et les choses, quelque part, fonctionnent d'une certaine manière d'elles-mêmes, sans qu'il y ait besoin justement de les enfermer dans une quelconque contrainte, qui fait que c'est cette légitimité qui va devenir source de loi. Autrement dit, puisque les choses sont légitimes, elles doivent devenir légales, et pas l'inverse donc de la construction du pouvoir dans les États souverains, où c'est parce qu'elles sont légales que les choses prennent une tournure légitime. Voilà. Donc, dans les États de droit, le gouvernement immanent des choses, donc le dispositif, doit trouver son origine dans les principes transcendants de l'être. Autrement dit, même si dans la nature, sûrement les animaux et les hommes, de manière très factuelle, passent leur temps à se tuer les uns les autres, justement, eh bien, l'organisation des sociétés aujourd'hui modernes doit, à l'inverse, eh bien, poser de manière extérieure, parce que le moral est transcendant, qu'on ne peut pas tuer son prochain, et c'est ensuite toute l'organisation concrète qui doit se soumettre
donc à cette règle morale extérieure qui a été décidée par les individus, mais qui n'existe pas en tant que telle dans les choses, puisque tout simplement dans la nature, y compris chez les hommes, on passe son temps, hélas, à se tuer. Voilà. Donc, dans l'état de droit, le gouvernement émanant des choses doit trouver son origine dans le principe transcendant de l'acte, donc c'est le motif. Par contre, dans l'état administratif, donc ça va être le cas plutôt de la société en France, le principe transcendant est induit par la nécessité immanente. Une situation de fait doit devenir une situation de droit. La légitimité crée sa propre légalité. Alors, autrement dit, c'est parce que il est légitime, on va dire, pour un médecin de dire qu'à un moment donné, il faut donner des cachets à un enfant, même si le droit souverain justement des parents et ce qu'on fait de l'autorité parentale permet de s'y opposer. C'est parce que donc on considère que le médecin est la personne légitime pour tout simplement traiter des maladies et des médicaments qu'on va considérer donc légal le fait que eh bien, ce médecin finisse par imposer tout ce qu'il veut à quelqu'un qui du coup va perdre la souveraineté sur lui-même. Voilà. Donc, l'inversion de l'immanence et de la transcendance, c'est tout simplement l'inversion de la légalité et de la légitimité. Dans les États souverains de droit, les choses sont légitimes parce qu'elles sont légales. Dans les États administratifs de gouvernement, les choses sont légales parce qu'elles sont d'abord légitimes. Ceux qui sont légitimes, c'est ceux dont on suppose qu'ils ont plus de connaissances, plus de talent, plus de capacités justement dans l'administration et dans la compréhension des choses. Alors là, justement, c'est là où maintenant il faut comprendre en quoi cette inversion de la légalité et de la légitimité dans les États administratifs est précisément ce qui va structurer donc la nature du pouvoir de l'aide sociale à l'enfance. Et là, j'aimerais citer deux auteurs importants donc, travaillant dans le champ de l'enfance, dans le champ même juridique associé donc à l'enfance, qui est donc la justice des mineurs. Pierre Verdier, donc en tant qu'avocat, ancien même directeur de DAS, donc Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, qui est l'ancêtre de ce qu'on appelle l'ASE, donc l'aide sociale à l'enfance. Ce que nous dit Pierre Verdier, donc dans un article très important sur l'intérêt de l'enfant. Or, à chaque fois que le code invoque l'intérêt de l'enfant, c'est pour le priver d'un droit. Et donc là, on comprend que l'intérêt de l'enfant, c'est justement un argument légitime qu'un certain nombre de personnes vont avancer comme étant légitime, donc pour supplanter le droit. C'est bien ça que nous dit Pierre Verdier. L'intérêt de l'enfant, c'est justement la légitimité qui va effacer la légalité. On peut tout faire au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant, même si c'est illégal, comme donner des cachets à un enfant contre l'autorité parentale. Eh bien, tout simplement parce qu'on estime que c'est une nécessité, et puisque la nécessité n'a pas de loi, eh bien, la légitimité donc, qui accompagne cette nécessité fait qu'on peut s'affranchir du droit. Autrement dit, dans la justice des mineurs, ce que nous dit Pierre Verdier, la légitimité d'une décision menant à un dispositif, c'est-à-dire à des actes concrets, donc j'allais dire de gouvernement, d'un plan d'éducation, eh bien la légitimité d'une décision menant à un dispositif supplante la légalité de la motivation permettant l'application d'une norme. Autrement dit, si votre médecin dit, ben voilà, moi j'ai décidé que c'était vraiment les antidépresseurs qui allaient sortir votre fille de l'ornière, eh bien on ne voudra pas entendre que ces antidépresseurs doivent, pour être administrés, recueillir justement eh bien l'autorisation souveraine donc des titulaires de l'autorité parentale. C'est ce que dit la loi en tout cas sur ce qu'on appelle des actes unusuels de l'autorité parentale tels que justement l'absorption et l'ingestion de médicaments. Eh bien on a toujours besoin de demander l'accord souverain du ou des titulaires donc de cette autorité parentale. Et l'autre personne donc qui nous dit au fond un peu la même chose, c'est-à-dire que dans la justice des mineurs, donc qui est un moment de l'aide sociale à l'enfance, eh bien la légalité, c'est-à-dire le droit, ne sont pas respectés au profit donc de la nécessité de l'urgence. C'est Michel Huguet. Michel Huguet donc écrit dans un livre assez célèbre, qui est d'ailleurs disponible gratuitement sur Internet, qui s'appelle Le Guide de la protection judiciaire de l'enfance. Michel Huguet et ses co-auteurs, d'ailleurs, parce qu'il n'était pas tout seul, écrit la chose suivante. Aussi étonnant que cela paraisse au début, lorsque l'on découvre l'environnement professionnel dans lequel on va travailler journellement, on constate qu'il est plus qu'ardu d'obtenir avant tout de la part de ces professionnels un accord
sur un principe de référence au droit. Avant même d'ouvrir un recueil de textes, bien des travailleurs sociaux, et même parfois des juristes, comme Michel Eliot, ce qui est un comble, annonce haut et fort qu'il ne faut pas empêcher des pratiques qui reposent sur la réflexion et l'expérimentation parce qu'elles sont éducativement performantes, etc. Autrement dit, à nouveau, donc ce que nous dit Michel Eliot, c'est que les professionnels de l'aide sociale à l'enfance, que ce soit donc des magistrats qui rendent leurs décisions, que ce soit des services sociaux qui font des signalements ou qui mettent en place donc des mesures de parentectomie, c'est-à-dire séparation définitive des parents et des enfants, eh bien donc tous ces gens-là, eh bien on le voit, ne font jamais de référence au droit. C'est-à-dire qu'en fait ils enterrent tout simplement la légalité et ils l'enterrent pour lui donner donc des raisons supérieures guidant l'action. C'est effectivement des pratiques qui reposent sur l'expérimentation et qui sont éducativement, entre parenthèses, performantes. Autrement dit, ce que dit Michel Eliot, c'est que dans le domaine de l'ASE, tout simplement, les lois sont contournées sur l'autel donc de la nécessité donc de pouvoir gouverner, c'est-à-dire s'occuper ici des enfants de manière performante, de manière effectivement réfléchie à partir de la pratique. Donc, dans l'aide sociale à l'enfance, ce que nous disent Pierre Verdier et Michel Huet, c'est que très clairement, on a un dépassement de la légalité par la légitimité. Et ce qui est important, bien sûr, en justice des mineurs, c'est toujours l'avis légitime de celui donc on va supposer être plus apte que les autres donc pour eh bien répondre aux nécessités supposées donc de certaines situations. Et de ce point de vue-là, effectivement, en supplantant la légalité pour la eh bien remplacer par la légitimité, c'est tout simplement un second concept foucaldien qui va s'appliquer, c'est-à-dire qu'on va construire ce qu'on appelle un savoir-pouvoir. Autrement dit, la raison légitime pour laquelle on va dépasser les lois, c'est tout simplement que le pouvoir va s'appuyer sur un savoir, savoir donc tout simplement garanti par une petite minorité, donc bien identifiée de personnages. Donc finalement, l'aide sociale à l'enfance se constitue d'abord en tant que dispositif de gouvernement, donc ça c'est important, c'est-à-dire engage donc une ontothéologie du côté de l'action économique plutôt que de la souveraineté politique. Hein, donc voilà, puisque l'aide sociale à l'enfance c'est une action de gouvernement, eh bien on doit pouvoir l'étudier avec les grands principes donc de nature et de principe justement donc de Montesquieu concernant justement eh bien l'art de gouverner. Et donc, cette aide sociale à l'enfance en tant que décisionnisme juridique, c'est-à-dire qui va supplanter à l'exercice normativiste du droit, j'allais dire le fonctionnement décisionniste réglementaire de l'administration, en tant que décisionnisme juridique, à ce titre, en termes de droit, l'ASE donc renverse l'ordre usuel de la justice en faisant en sorte que la légitimité découlant de la nécessité supplante la légalité, se déduisant de la norme. Donc, autrement dit, on a un renversement complet dans l'aide sociale à l'enfance entre la légalité et la légitimité. La loi n'existe pas, la nécessité n'a pas de loi, et c'est précisément ce que commande l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est une urgence nécessaire à faire respecter et à accompagner aux besoins, donc au mépris des lois. Voilà. L'aide sociale à l'enfance donc se constitue comme paradigme exact du renversement de l'ordonnancement dialectique dans la signature trinitaire qui, dans justement sa forme théologique, place tout simplement la transcendance avant l'immanence, place le Père avant le Fils, place pardon, la potestas avant l'oikos, la puissance avant les actes, etc., etc. Oui, mais dans l'aide sociale à l'enfance, on prétend ne gérer que l'urgence et à ce titre, donc, ne baser les décisions que sur justement la légitimité et non pas sur la légalité. La légalité ayant en outre le défaut, si j'ose dire, d'être quelque chose de plus dur à établir. Voilà.
L'ASE se constitue donc comme paradigme exact du renversement de l'ordonnancement dialectique de la signature trinitaire. Il s'agit de l'application aux questions d'enfance de la fameuse main de Dieu d'Adam Smith qui justifie tous les actes économiques. Autrement dit, chez Adam Smith, vous le savez, il y a cette idée que chacun doit suivre ses propres justement intérêts et on pourrait se dire à ce moment-là, oui, mais si chacun ne poursuit que ses propres intérêts, ce sera le chaos, la lutte à mort, le fait de devoir défendre lorsqu'on est agressé, le fait de devoir tout simplement agresser pour pouvoir vivre quelque part. Donc, dans cette conception, donc chez Adam Smith, chacun doit faire uniquement selon ses propres intérêts et la main de Dieu, donc une forme de transcendance, viendra toute harmoniser, autrement dit, toute immanence est nécessairement, obligatoirement, immanence d'une certaine transcendance. C'est effectivement la main de Dieu. Alors c'est la même chose, hein, en justice des mineurs, c'est pas la main de Dieu, mais c'est juste en réalité le stylo du juge qui, à la fin, viendra dire que tout ce qui a été fait donc concrètement par les services sociaux, par l'aide sociale à l'enfance, possède de toute façon une raison d'être qui va être l'acceptation que la justice a de cette position. Voilà. Ainsi, la nature philosophique de la structure du pouvoir à l'aide sociale à l'enfance est celle de la nécessité. Cette nécessité, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui n'a pas de loi, nécessitas non negem habet, seul contre la légitimité de la décision. Et c'est bien pour ça qu'en justice des mineurs, on n'a jamais de contradictoire, puisque de toute façon, il existe des gens légitimes qui sont évidemment de manière presque tautologique, j'ai envie de dire, eh bien, les personnels de l'ASE, ceux qui sont associés ou alliés, comme certains pédopsychiatres, certains journalistes, etc. Et donc, c'est ces gens-là qui, eh bien, par principe, disent la vérité sur ce que va pouvoir être l'intérêt supérieur de l'enfant, s'il y a ou pas urgence à intervenir et comment il faut intervenir. Tout ça ne procède absolument pas dans la décision qui sera prise par le juge d'une procédure particulière. Ça relève simplement de l'estime qu'on va avoir pour les gens qui vont vouloir dire la vérité sur les familles et leurs enfants, avec toutes les conséquences, hélas, atroces que ça implique. Alors donc, on voit un peu plus clair dans la nature, on va dire, de cette forme de gouvernement particulière qu'est le dispositif de l'aide sociale à l'enfance. Donc, on a vu que c'était un gouvernement donc qui renversait la légalité et la légitimité. Et donc ça, maintenant, c'est très important. Une fois qu'on a bien identifié le fait que la justice des mineurs était donc un domaine de gouvernement dans lequel on inversait la légalité et la légitimité, parce que ça va nous permettre tout simplement de comprendre quel est le ressort psychique, c'est-à-dire le principe de Montesquieu, qui permet d'accompagner donc cette forme de gouvernement qui renverse la légalité et la légitimité. Alors, c'est quoi, grosso modo, renverser cette légalité et cette légitimité, pardon, c'est dire que la loi existe, donc ce qui représente la légalité, mais que je peux la dénier, c'est ce que va donc acter la légitimité. La légitimité, c'est un acte où je peux dire que la loi n'existe pas, puisque j'ai quelque part une carte supérieure à lui opposer, qui est celle de la légitimité nécessairement urgente, donc à laquelle on doit répondre. Alors justement, donc on voit que c'est l'ASE, donc en renversant la légalité et la légitimité, en fait, dit que la loi existe, mais qu'on peut la contourner. Et ça, en fait, c'est très intéressant parce que les rapports à la loi symbolique, c'est ce qui permet de classer, donc chez Lacan notamment, eh bien, vous savez, les trois états bien décrits et bien compris de la psychanalyse, que sont la névrose, la perversion et la psychose. Alors, qu'est-ce que la névrose? C'est la reconnaissance justement de la loi et l'acceptation de cette dernière au moyen donc du refoulement des désirs interdits. Hein, donc non, je ne peux pas coucher avec ma mère, non, je ne peux pas coucher avec mon père. Et si jamais en fait ce genre de pensée vient en moi, eh bien elle est vite combattue justement par ce qu'on appelle le surmoi,
pour rester donc à l'état de fantasme et d'inconscient, c'est-à-dire pour exister mais sans exister de manière, on va dire, réelle et concrète. Voilà. Donc il y a trois types de rapport à la loi donc dans les différents états psychiques. Donc la névrose, donc qui est la reconnaissance de la loi et l'acceptation de cette dernière au moyen de refoulement des désirs interdits, ce que je parlais tout à l'heure. La perversion, donc extrêmement intéressant. Qu'est-ce que la perversion? C'est le déni de la loi. Et la loi, certes, existe, mais on peut la transgresser. Et c'est pour ça que, typiquement, les rituels sadomasochistes, donc qui sont des perversions, mettent en scène donc des lois de manière, on va dire, un peu caricaturale et grossière, pour mieux montrer et mettre ensuite en scène comment on transgresse ces lois. Donc, dernier régime psychique qui est lié à la représentation de la loi symbolique, c'est la psychose. Hein, la loi symbolique dans la psychose n'a pas été intériorisée, elle n'existe pas. Et le sujet donc invente ses propres lois de substitution qui vont conduire donc dans le délire, c'est ce qu'on observe le plus souvent dans la paranoïa, ou dans la hallucination, donc notamment chez les schizophrènes. Alors, on peut maintenant continuer un peu plus. Donc, on a compris que l'aide sociale à l'enfance, c'était un certain rapport à la loi et que ce rapport à la loi, au fond, quand on l'interprète dans ces dimensions lacaniennes psychanalytiques, eh bien, nous donne trois psychismes caractéristiques de fonctionnement que sont la névrose, la perversion et la psychose. Et donc, cette idée qu'il fallait impérativement comprendre comment s'organisait donc à l'intérieur des têtes, on va dire, un pouvoir extérieur et objectif, c'était la question donc justement du freudo-marxisme dans les années 30, qui s'était donné donc comme projet de comprendre donc par le matérialisme psychanalytique de Freud et par le matérialisme historique marxien. Pourquoi est-ce que, eh bien, la lutte des classes, qui normalement est le moteur de l'histoire, qu'une marche en avant ne saurait arrêter, pourquoi donc, eh bien, cette lutte des classes ne permet pas tout simplement l'avènement des pays socialistes et communistes. Et pour les gens de l'école de Francfort, notamment, qui sont intéressés à cette question, eh bien, tout simplement, l'échec du marxisme est dû à l'existence de structures freudiennes, donc dans quasi universelles ou universelles chez les individus, qui font que, eh bien, tout simplement, la réception des idées socialistes a peu de chances d'agir. Voilà. Donc, ce que je défends ici, c'est qu'il y a une nécessité d'une logique donc dans le cadre psychanalytique, en tant qu'exercice d'un pouvoir dont la nature est celle d'une légitimité permettant de contourner la légalité, justement, le seul principe admissible du fonctionnement donc, gouvernemental de l'aide sociale en France, c'est celui de la perversion. Autrement dit, puisque, justement, l'aide sociale en France va retourner la légalité en légitimité, puisque le retournement de la légalité en légitimité est précisément dire bah, la loi existe, c'est la légalité, mais je peux la contourner, c'est la légitimité, eh bien, il apparaît de manière tout à fait claire que le seul principe associé donc à l'exercice du pouvoir à l'ASE est un principe de perversion. Hein, c'est bien ça, la loi existe, mais je peux la contourner, et c'est bien une des premières choses qui ressort de tous les témoignages de gens qui passent par le social à l'enfance, c'est qu'ils ne respectent absolument pas la loi ni le cadre légal. Donc, il y a bien sûr dans les textes qui codifient donc les lois, donc les codes civils, le code civil notamment, eh bien des moments où on comprend très bien que à la vieille légalité qui était notamment celle du régime souverain de Napoléon, eh bien on a opposé tout simplement la légitimité et que cette légitimité, c'est aujourd'hui ce qui pervertit tout simplement hein, l'idée qu'on peut dépasser la loi parce qu'on est légitime, qui pervertit donc l'esprit et l'exercice donc de la justice et de l'administration des mineurs. Voilà. Donc un exemple typique de contradiction entre l'égalité et légitimité, dans le sens où la légitimité va finir par dépasser et recouvrir
la légalité, c'est tout simplement deux articles absolument magnifiques du point de vue d'études de philosophie politique, donc deux articles du Code civil, qui sont l'article 371, un des plus vieux du Code civil, et donc l'article 371.1, qui est apparu par la loi du 6 juin 1970, remplaçant donc la puissance paternelle souveraine par l'autorité parentale, justement, gouvernementale. Alors, c'est quoi cet article 371 du Code civil? C'est un article qui dit « L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses pères et mères ». Alors, c'est très important de comprendre ça, c'est que ce texte, donc, pardon, cette loi du Code civil dit bien que les relations familiales s'organisent donc selon une forme de souveraineté des uns par rapport aux autres. Donc il y a des gens qui commandent, d'autres qui obéissent. Ceux qui commandent, ce sont les parents. Ceux qui obéissent, ce sont les enfants. Et c'est comme ça qu'on doit construire donc, de manière hiérarchique la relation donc, entre les parents et les enfants. Et quand on dit de manière hiérarchique, c'est effectivement parce qu'il existe effectivement une chronologie entre les parents et les enfants. Ce sont les parents qui sont à l'origine des enfants, l'origine justement ontologique, pardon, au sens de Aristote. Et c'est très bien connu chez Aristote que eh bien, seul l'être en acte, donc peut-être eh bien, celui qui va décider d'un projet sur l'être en puissance. Autrement dit, les parents qui sont des êtres en acte, ce sont eux qui doivent décider de la manière avec laquelle donc les êtres en puissance que sont les enfants. Alors pourquoi c'est des êtres en puissance? Tout simplement parce que la seule destinée de l'enfant c'est de devenir un adulte. Eh bien, les parents étant à l'origine chronologique mais également ontologique tout simplement de leurs enfants, eh bien, ils forment avec eux donc on va dire une société souveraine, c'est-à-dire que bien il y en a qui sont à l'origine et puisqu'ils sont à l'origine, ils sont au commandement. Hein, c'est la notion même d'arché. Le mot arché signifie tout à la fois origine et commencement. Hein. Et par contre, du coup, puisqu'il y a une relation souveraine, hiérarchique entre les parents et les enfants, comme le stipule l'article 371 du Code civil, eh bien, il doit y avoir, comme dans toute forme de pouvoir souverain et hiérarchique, une limitation du pouvoir du souverain. Hein, donc, ici, en gros, ça veut dire quoi cet article 371? On dit bien, évidemment, que les parents, en étant à l'origine chronologique et ontologique des enfants, sont ceux qui vont leur commander, mais puisqu'il y a commandement, souveraineté et hiérarchie, il faut que le droit vienne tout simplement quelque part limiter justement cette possibilité pour les parents de commander. Autrement dit, le problème des relations de hiérarchie, des puissances donc, de souveraineté les uns par rapport aux autres, c'est que si vous êtes capable de tout faire, si vous êtes celui qui est à l'origine de la loi et qui est la source de la loi, et que de ce point de vue-là, vous n'avez pas de limitation à votre pouvoir sur ceux avec qui vous êtes, eh bien, cette toute-puissance permettrait de faire aussi bien le bien que le mal. Hein. Et ça a été justement, nous dit Giorgio Agamben, un des gros problèmes justement de la toute-puissance divine, c'est que si Dieu était capable de tout faire, il pouvait faire aussi bien le bien que le mal. Et donc, il a fallu encadrer et limiter cette toute-puissance donc à la volonté. Hein, c'est pas la puissance qui est importante chez Dieu, c'est sa volonté et sa volonté de faire le bien. Donc, il faut que dans les relations de souveraineté, de hiérarchie, eh bien, ceux qui sont à l'origine et donc qui ont le pouvoir de commandement, tout simplement, soient limités dans justement les pouvoirs qu'ils ont sur les autres. Ici, donc, on veut bien accepter une relation de souveraineté. C'est vraiment les parents qui décident de tout ce qu'ils font avec leurs enfants, dans une certaine limite, on va dire, de l'abus de pouvoir. Et ces limites, en fait, de manière anthropologique, elles sont très concrètes. C'est la limite, même le tabou du meurtre et de l'inceste, hein, bien sûr. Donc, il faut que tout ce qui se rapproche, même de manière, on va dire, symbolique ou euphémisée, eh bien, du meurtre et de l'inceste, typiquement les sévices physiques, les donc
torture, par exemple, psychologique ou physique faite aux enfants, et puis tout ce qui va concerner donc la sexualisation des enfants et de leurs propres enfants. Évidemment, tout ça est interdit par la loi souveraine des parents sur les enfants. Oui, ils ont bien comme charge de commander à leurs enfants, mais avec une limitation à ce qu'ils peuvent faire donc dans le commandement. Donc ça, c'est l'article 371, c'est vraiment un article ontologique par excellence qui décrit la relation de souveraineté donc à l'intérieur des familles. Et c'est pas un hasard si cette loi date de 1804 du Code civil de Napoléon, parce qu'à l'époque, vous le savez, à la Révolution, il y avait eu quand même beaucoup de désorganisation, de désordre et de violences associées. Et on était parfaitement convaincus, comme l'avaient d'ailleurs compris eux-mêmes les révolutionnaires, que pour remettre de l'ordre politique dans la société, il fallait remettre de l'ordre économique, en fait, et bien, dans le foyer. Autrement dit, on revenait au fond à une conception très ancienne de l'analogie entre le pouvoir familial et le pouvoir politique du souverain. Et pour que les choses fonctionnent bien, eh bien, il fallait tout simplement qu'on réintroduise dans le gouvernement des familles donc la notion de hiérarchie et donc d'autorité, ou plutôt de commandement, pardon, des parents sur les enfants. Voilà. Alors, en 1970, plus précisément le 6 juin 70, la puissance paternelle, donc qui décrit cette relation, on va dire ontologique entre les parents et les enfants, eh bien, cette puissance paternelle va être remplacée par un nouvel objet, j'ai envie de dire, ou une nouvelle idée, un nouveau concept qui va relever d'un syntagme qu'on appelle l'autorité parentale. Voilà. Donc, c'est l'article 371.1 du Code civil qui l'a défini. Donc, je lis cet article 371.1 et vous allez voir dans quelle mesure eh bien, cet article 371.1 s'oppose de manière extrêmement philosophique à l'article 371. Je lis. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa santé, sa sécurité, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violence, nous dit-on, physique ou psychologique. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Donc là, on n'est plus du tout dans une ontologie, on n'est plus du tout dans la description d'une relation de principe hiérarchique donc, des parents et des enfants, mais on est non plus dans une ontologie, donc disais-je, mais dans une pratique. Voilà, donc puisque l'autorité parentale est un ensemble alors, de droits et de devoirs, nous en reviendrons, ayant pour objet l'intérêt de l'enfant. Donc, on nous dit, voilà, l'autorité parentale s'exerce sans violence, les parents associent l'enfant, selon son âge, c'est de maturité, etc. Et ça a pour but, donc, de protéger l'enfant dans sa sécurité, etc. Donc, en fait, l'article 371.1 vous dit, voilà comment on doit élever un enfant. Voilà comment en pratique on doit élever un enfant. Il y a des conditions qu'on met, donc c'est exercer sans violence physique ou psychologique, alors avec en particulier une indétermination sur le terme donc de violence, en faisant en sorte que l'enfant n'est plus vraiment celui qui obéit, puisque lui-même, en fait, il a voix au chapitre, il doit parler des décisions qui le concernent, alors selon son âge et son degré de maturité. Bon, là encore, on ne sait pas très très bien ce que ça veut dire concrètement, puisque ça, manifestement, doit être observé au cas par cas. Il n'y a pas de conditions objectives d'âge ou de conditions objectives de maturité. Voilà. Donc l'article 371.1, c'est plus du tout un article qui décrit, qui institue donc une relation ontologique entre les êtres, mais qui décrit une action pratique décrivant donc une règle issue d'une autorité gouvernementale. Et donc en fait, en 1970, au moment où la loi va sortir, donc beaucoup de commentateurs de l'époque se réjouiront de cette loi dans la mesure où on passait de la puissance paternelle à l'autorité parentale. Et donc en fait, toute la discussion de ces années-là s'était faite sur bien le fait que la femme devenait, la mère plutôt, devenait l'égale du père dans les questions éducatives. On passait de paternel à parental, autrement dit, le chef de famille, le père de famille n'était plus le seul à pouvoir
eh bien, dire comment on devait éduquer les enfants. Ce n'était pas lui qui était tout simplement le chef quelque part de l'éducation. Sauf que la question intéressante n'était pas simplement de savoir qu'on passait de paternel à parental, mais de puissance à autorité. La puissance paternelle devenait l'autorité parentale, et comme j'ai dit, la puissance, c'est la transcendance souveraine, c'est de Dieu sur son Fils, là où l'autorité, c'est tout simplement eh bien, l'exercice d'une responsabilité qu'on nous a déléguée. Autrement dit, en passant de la puissance à l'autorité, tout simplement, les parents perdaient et perdent et continuent à perdre, en fait, eh bien, la possibilité, tout simplement, d'élever leurs enfants comme ils le veulent. Et si donc un ordre concret légitime, un ensemble de personnes reconnues socialement, juridiquement, médiatiquement, eh bien, explique que la manière avec laquelle vous aidez vos enfants n'est pas la bonne, ce sera un pédopsychiatre, une assistante sociale, une psychologue, et bien du coup, l'État va se charger tout simplement eh bien, de vous retirer vos enfants pour les placer dans des conditions où elle estime, où il, pardon, cet État estime que eh bien, l'éducation sera donc produite, dispensée, selon tout simplement les prérogatives de l'article 371.1 du Code civil. Alors, juste pour l'anecdote, on remarquera que cette loi du 6 juin 1970, donc qui va insérer l'article 371.1 du Code civil en remplaçant la puissance paternelle par l'autorité parentale, eh bien, cette loi donc, du 6 juin 70, c'est une loi qui suit juste les événements en France donc, et dans le monde de mai 68. Mai 68, vous le savez, où il était inscrit partout sur les murs, il est interdit d'interdire. Effectivement, dans les régimes souverains, la loi s'exerce à travers l'interdiction, hein, tu ne tueras point. Et donc, il est interdit d'interdire, dit oui, mais dans ces régimes de loi souveraine où la loi s'exprime à travers l'interdiction, eh bien, nous, on va contourner la loi en disant qu'il est interdit d'interdire, et ce sera ça, en fait, notre légitimité. Donc, cette loi et cet article 371.1 du Code civil est vraiment en opposition totale, frontale, avec l'article 371 du Code civil, du même Code civil. L'article 371.1, c'est une loi de gouvernement économique dans l'éducation qui s'appuie donc sur la légitimité des gens qui ont du coup le pouvoir de dire ce que c'est que la violence, pas la violence, l'âge ou la maturité, etc. Ce sont eux donc qui vont eh bien, venir contrôler ce que vous êtes en vous expliquant que vous n'êtes plus souverain sur les enfants mais que vous exercez juste un mandat au nom de l'État, mandat que l'État donc a décrit dans cet article 371.1. Voilà, donc du coup, tout simplement, l'article 371.1 qui suit l'article 371, c'est tout simplement une manière de dire que la légalité va être supplantée par la légitimité. La loi n'existe plus, la loi donc souveraine de l'article 371 sur les parents qui sont souverains hiérarchiquement et ontologiquement donc sur leurs enfants, cette loi-là n'existe en réalité pas. Et la manière avec laquelle on doit élever les enfants doit recouvrir donc, une pratique qui est décrite donc par l'article 371. Et donc, si justement, il y a une faille dans cette pratique de l'article 371.1 de l'éducation, donc dans l'article 371.1, eh bien, on va activer justement l'ensemble des articles 375 qui sont donc les articles d'assistance éducative. Eh bien, quand effectivement tous ces objectifs légitimes donc, que l'on prétend donc imposer à l'éducation des enfants, qui sont la sécurité, la santé, la moralité et l'éducation, quand celles-là sont gravement compromises, nous dit l'article 375, eh bien l'État va intervenir en considérant que l'éducation qui est dispensée n'est pas à son goût et que donc c'est à lui tout simplement de prendre les enfants pour avoir une éducation pratique sur ces enfants qui soit conforme donc tout simplement aux idées, aux conceptions, à l'idéologie, donc de l'ordre concret, légitime, en l'occurrence un psychologue, un pédopsychiatre, un éducateur spécialisé, etc., qui va être celui donc qui vient évaluer l'autorité, ou plutôt l'autorisation qu'on vous a donnée d'élever vos enfants. Donc, à partir du moment où vous dites que la loi souveraine existe, mais qu'on peut la contourner en pratique, et bien tout simplement, vous êtes en train de dire que la légalité doit disparaître au profit de la
légitimité. Et donc, en faisant en sorte que la légalité s'efface au profit de la légitimité, vous dites une chose très simple en termes de matérialisme psychique, eh bien, tout simplement que la loi existe, mais qu'on peut s'en dispenser. Et donc, le seul régime, le seul principe donc psychologique qui peut accompagner cette nature structurelle donc de l'exercice du pouvoir et du gouvernement par l'aide sociale en France, c'est tout simplement la perversion. Donc, on l'a déjà dit, c'est l'idée qu'on peut contourner la loi, qu'on va être celui qui va contourner la loi, et bien qui est l'instance psychique donc correspondant à ce renversement de la légalité et de la légitimité. Alors, du point de vue théorie, dans la théorie psychanalytique, pardon, deux types de perversion existent. La perversion sexuelle, bien sûr, et la perversion narcissique. Alors, elles s'opposent et se complètent, elles aussi, de manière dialectique, au sens où la perversion sexuelle est celle qui va agir dans l'ordre du sexuel et du génital, là où la perversion narcissique va agir essentiellement sur le relationnel, sur la relation à l'autre. Dans la perversion sexuelle, l'objet donc de la jouissance, c'est un objet qu'on appelle partiel sexuel, c'est-à-dire typiquement un fétiche, et dans le social enfant, d'ailleurs, le fétiche, justement, c'est l'enfant. Tandis que dans la perversion narcissique, eh bien, l'objet de la jouissance, c'est l'autre vu, évidemment, non pas en tant que partenaire, mais en tant qu'ustensile. Le but principal de la perversion sexuelle, bien sûr, c'est la satisfaction sexuelle. Là où dans la perversion narcissique, c'est ce qu'on appelle l'immunité narcissique, autrement dit, se débarrasser de toutes ces failles pour se trouver beau quelque part et faire porter ses failles, ses propres failles à l'autre pour le trouver justement détestable. Donc la destructivité s'exprime dans la perversion sexuelle à travers le sadisme. Sadisme, en fait, des institutions, justement, à l'encontre, hélas, des personnes qui sont victimes de cette aide sociale en France. Tandis que dans la perversion narcissique, c'est la destructivité s'exprime par la destruction psychique de l'autre. Voilà. Dans la perversion sexuelle, bien sûr, la dimension sexuelle est essentielle, alors qu'elle n'est absolument pas nécessaire en perversion narcissique. Mais on voit dans les deux cas, effectivement, qu'il s'agit tout simplement bien de faire mal à l'autre. Les perversions, hélas, sont là pour faire mal à l'autre, soit dans l'expression du sadisme sexuel, soit dans l'expression de la destruction psychique de l'autre, vue comme simple portefeuille. Voilà. La dimension sexuelle donc, de la perversion dans l'exercice de l'aide sociale en France se situe à deux niveaux. D'abord, à l'audience comme théâtralisation sadique, donc d'une relation de domination entre un personnage sadique et un personnage donc, qui est victime. Hein, et donc, il faut voir tout simplement l'audience et le tribunal donc, de la justice des mineurs comme une gigantesque théâtralisation d'un exercice sadique où donc un juge va soumettre, va humilier pour donc son propre plaisir, tout simplement, eh bien, les familles et les enfants qui passent dans son tribunal. Et donc, le deuxième niveau où va s'exercer une dimension sexuelle donc perverse dans l'exercice de la justice et de l'aide sociale en France, c'est tout simplement le fantasme freudien de l'enfant battu, qui, comme on le sait, comme ça a été très bien décrit dans la littérature et parfois lui-même, eh bien, imaginer un enfant battu est source en fait d'une certaine forme d'excitation sexuelle justement sadique. Voilà. Donc, on le voit, cette perversion qui est donc, l'idée que la loi existe et qu'on peut la contourner, d'un point de vue psychologique, appelle la perversion. Cette perversion, elle est sexuelle donc à deux niveaux. Au niveau d'un sadisme, tout simplement, du juge dans le cadre d'une audience théâtralisée de manière justement sadique, et dans le fantasme de l'enfant battu, qui, de manière imaginaire, permet d'aller fantasmer donc une excitation sexuelle. Quant à la dimension narcissique qui s'exerce, de perversion pardon, narcissique, qui s'exerce donc à l'aide sociale à l'enfance, elle s'exprime dans deux choses fondamentales qui sont bien connues des observateurs et des gens passés à travers donc les fourches codines de la justice des mineurs et de l'aide sociale à l'enfance. Donc la construction du mensonge, hein, je rappelle que pour Paul-Claude Racamier, tout simplement, le pervers narcissique est celui pour lequel un mensonge réussi compte autant qu'une vérité. Voilà. Donc,
Le domaine du mensonge et la production du mensonge par les acteurs des social à l'enfance est une des plus grandes caractéristiques psychologiques matérialisables donc du fonctionnement pervers de l'aide sociale à l'enfance. Et donc la perversion narcissique donc s'exprime également donc à travers la violence symbolique qu'exercent donc les agents d'aide sociale à l'enfance sur les victimes, qui sont donc des humiliations continues qui vont faire que tout simplement l'estime des gens donc victimes d'aide sociale à l'enfance va être durablement eh bien réduite à néant. Voilà. Conclusion, donc, pour terminer, pourquoi effectivement l'aide sociale à l'enfance est le domaine où, d'un point de vue psychologique, s'exerce la violence perverse, à la fois sexuelle et narcissique. Pour comprendre ça, il est d'abord impératif donc de savoir qu'il faut subsumer le dispositif de l'ASE en tant qu'exercice d'un pouvoir relevant lui-même d'une nature et d'un principe au sens de notation. Autrement dit, c'est pas parce que l'ASE est seulement le gouvernement, j'allais dire des familles, et pas le gouvernement politique général d'une population, qu'on ne doit pas, qu'on ne peut pas le comprendre effectivement comme relevant d'une hiérarchie plus grande pour analyser les phénomènes du gouvernement, qui sont celles donc de Montesquieu sur nature et principe. Donc l'ASE, en tant que système de gouvernement, relève dans son étude eh bien d'une caractérisation en termes de nature et de principe. La nature ontologique donc, du pouvoir de l'ASE concerne exactement le renversement dialectique de la transcendance et de l'immanence, en l'occurrence de la légalité et de la légitimité, autrement dit, je suis celui, lorsque je travaille à l'aide sociale en France, lorsque j'exerce le pouvoir gouvernemental de l'aide sociale en France, qui est capable, en fait, tout simplement de dépasser la loi. Et donc, ce faisant, puisque l'aide sociale en France est celle qui va contourner, qui va se substituer finalement à la loi, qui va faire en sorte donc de la montrer pour dire qu'elle n'existe pas, c'est le théâtre justement de l'audience en justice des mineurs. Eh bien, le principe psychique de ce pouvoir, donc qui est l'existence d'une loi que je peux néanmoins contourner, le principe psychique donc, de ce pouvoir s'inscrit lui-même nécessairement dans la stimulation de la perversion, aussi bien d'un point de vue sexuel que narcissique, d'où l'ensemble des violences sexuelles, narcissiques qui sont exercées, hélas, institutionnellement sur les enfants et leurs familles. Voilà. Donc, en résumé, pour terminer ce long développement, la violence donc, du dispositif de l'aide sociale à l'enfance se comprend de manière structurelle en tant que renversement de la légalité et de la légitimité et recourt donc psychologiquement au mécanisme destructeur de la perversion, permettant une jouissance et une survalorisation narcissique des acteurs au détriment de la souffrance physique et de la destruction psychique de l'autre. Voilà, j'en ai terminé et je vous remercie de m'avoir donc écouté jusqu'ici.